Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La visite aura été de courte durée. Arrivé ce mercredi à Cotonou après 5 mois d'exil, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi est reparti quelques heures après. Et malgré plusieurs annonces, il n'a finalement pas rencontré le président Patrice Talon. Yaoundé, capitale politique du Cameroun, accueille depuis ce jeudi un sommet extraordinaire de la CEMAC. Sécurité, réforme du franc CFA ou encore libre circulation sont au cœur des enjeux. Les détails dans ce journal. Et puis l'espoir d'un traitement du virus Ebola se dessine. 2 vaccins sont en phase de test en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi annonce une éradication d'ici la fin de l'année. Mais avant de développer ces titres, en Algérie, les autorités durcissent le ton face aux manifestants, alors que ces derniers qui rejettent toujours la présidentielle du 12 décembre continuent à entraver les rassemblements électoraux des candidats. L'un d'entre eux a d'ailleurs été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme ce mercredi par le tribunal d'Al-Wadi. Il s'agit de la peine la plus lourde prononcée depuis le début du mouvement. Parallèlement, 150 personnes ont été arrêtées à Alger et dans plusieurs autres villes dans lesquelles se sont déroulées des manifestations nocturnes. Rappelons que le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, aux commandes depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, rejette catégoriquement les revendications du Irak et toute autre sortie de crise que le scrutin du 12 décembre 2019. Thomas Boni Yayi est arrivé ce mercredi à Cotonou. Il devait rencontrer le président béninois Patrice Talon dans un souci de décrispation du climat politique. Seulement, la rencontre entre les deux hommes n'a pas eu lieu et l'ancien chef de l'État est reparti quelques heures après son arrivée. Alors, comment expliquer ce changement de calendrier? Eh bien, Ange Bijouno Menyo nous apporte quelques éléments de réponse. L'ex-président béninois Boni Yayi a effectué un passage éclair ce mercredi 20 novembre à Cotonou. Arrivé en milieu d'après-midi, il est reparti en début de soirée au Nigeria avec la délégation de la CEDEAO qui l'a ramené. Une rencontre était prévue avec le président Patrice Talon, mais son prédécesseur ne s'y est pas présenté. L'entretien entre la présidence béninoise et la délégation de la CEDEAO s'est finalement fait sans lui. Il ne peut pas avoir une rencontre immédiate entre les deux personnalités dès le premier retour de celui-ci. Parce que le président Boni Yayi est dans une logique, celle de la restauration de la démocratie. Aller directement rencontrer le président Patrice Talon pouvait être vu par ceux qui sont derrière lui et le soutiennent comme étant une trahison, comme étant un deal conclu de l'extérieur avec le président Patrice Talon. L'ex-président Boni Yayi, dès sa descente d'avion, s'est rendu chez l'ancien chef d'État Nicéphore Soglo, l'autre grande voix de l'opposition béninoise. Il s'est rendu également dans la famille de Prudence Amoussou, la mère de 7 enfants, abattus lors d'une manifestation de l'opposition au lendemain des législatives contestées. Le président Boni Yayi a suivi la délégation de la CEDEAO pour pouvoir échanger avec l'opposition et l'informer des consultations qui ont été faites au plus haut niveau et les positions sur lesquelles les discussions doivent être menées. L'ancien président béninois avait quitté le pays le 22 juin au terme de 52 jours de blocus de son domicile par les forces de l'ordre après les échauffourées meurtrières qui ont suivi les législatives controversées d'avril 2019. Où en est la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEMAC? Eh bien, le sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres de l'organisation qui se tient actuellement à Yaoundé au Cameroun est l'occasion de se pencher sur la question. Un gros plan sur la Guinée équatoriale avec Corinne Kamsefehem et Marcel Farba-Maroun. Une libre circulation des biens et des personnes maîtrisées. Voilà ce que préconise la Guinée équatoriale pour une intégration réussie en Afrique centrale. Après la suppression des visas pour les ressortissants des pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en 2017, la Guinée équatoriale a finalement adopté, le 12 septembre 2019, le passeport biométrique CEMAC, emboîtant ainsi le pas au Gabon, avec qui elle bloquait la mise en vigueur de la décision depuis 2013. On voit comment la Guinée équatoriale essaie, tant bien que mal, de faire des efforts en vue de fluidifier
la libre circulation des personnes et des biens à travers l'ouverture de ces frontières. Vous savez qu'il y a une deuxième frontière qui sera ouverte entre le Cameroun et la Guinée équatoriale à travers un corridor qui va lier les deux pays à partir de Kribi et de Campo pour Bata. Pour des raisons liées à la sécurité, la Guinée équatoriale a longtemps retardé l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Aussi, après son adhésion, ce pays, au fort potentiel pétrolier, a insisté sur la nécessité de faire respecter la réglementation du travail, d'œuvrer à la mise en place d'instruments biométriques et de travailler à la coordination des services de police et de sécurité des États de la sous-région. On a des institutions spécialisées qui permettent aux États de mettre sur pied les programmes d'intégration et d'interdépendance. Vous avez donc le renforcement de l'intégration physique et matérielle, le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens, avec un passeport communautaire, avec la construction des routes, avec la fluidification et la facilitation des échanges. On a ici la construction des postes routiers communs ou alors uniques entre les différents États qui se trouvent d'un point à l'autre du corridor. Consciente du potentiel d'un marché de plus de 30 millions de consommateurs, la Guinée équatoriale s'investit de plus en plus dans des projets sous-régionaux. Elle a récemment finalisé un accord avec le Gabon pour un projet d'interconnexion de leur réseau électrique. Elle pourra, grâce à son excédent de production énergétique, alimenter le nord du Gabon. Pari réussi pour le Sénégal. Le pays détient désormais le plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest. Avec pas moins de 46 turbines, il affiche une superficie de 40 hectares. Sa mise en service se fera en 3 étapes. 50 mégawatts seront livrés dès ce mois de décembre, avant une deuxième tranche de même importance qui sera livrée en avril 2020 et une dernière de 58,7 mégawatts annoncée pour juillet prochain. Les détails avec Aïssatou Diamanka Besland. Un panoramique impressionnant. Ces installations gigantesques de blanc vêtu sont situées à Taïbandiaï, à environ 100 km de la capitale Dakar. Au Sénégal, le secteur de l'énergie prend un vent de révolution. Le pays installe ainsi cette réalisation inédite, le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest. C'est un projet significatif pour plusieurs raisons. La première, c'est pour une raison purement d'énergie. La taille et la capacité d'énergie que va produire cette centrale va satisfaire un besoin urgent pour le pays. Et on a l'occasion ou le bonheur de le faire avec une énergie propre, que ce soit au Sénégal ou partout dans le monde. Faire des parcs éoliens de cette taille constitue toujours un projet assez innovant. Grâce à ces installations novatrices, le pays souhaite commencer la production de l'énergie propre d'ici la fin de l'année 2019, avec le fonctionnement de 16 éoliennes sur les 48 installées. Au cours de la première phase, les pales géantes produiront 50 MW et devront pleinement être opérationnelles d'ici 2020. L'objectif final est d'atteindre une production globale de 158,7 MW d'ici 2020. Si on prend la capacité de ce qu'on appelle la part du renouvelable dans le mix énergétique du pays, le Sénégal va se situer dans les 5 premiers en Afrique. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel le pays et le gouvernement doivent être très fiers. Il y a une poussée assez importante d'augmenter la part du renouvelable. Techniquement, c'est très compliqué. On a des réseaux qui ne sont pas des plus modernes, mais ça demande un travail qu'on est en train de faire, qui va prendre des années encore. Et on espère que ce parc-là ne sera que le premier au Sénégal. Le dossier énergétique est au cœur des priorités du président Macky Sall. Le chef de l'État souhaite faire du Sénégal un leader des énergies renouvelables en Afrique, avec un objectif de 30% d'énergie propre dans les années à venir, dont ce projet éolien fournira la moitié. À noter que la construction du site a débuté en 2018. Elle repose sur environ 40 hectares. Chaque pièce des éoliennes mesure 180 mètres. C'est un tournant dans la lutte contre le virus Ebola. 2 vaccins sont en phase de test en République démocratique du Congo, qui fait face à sa 10e épidémie du genre. Ceux-ci pourraient être les premiers à bénéficier d'une autorisation, de quoi provoquer un élan d'espoir, comme nous l'explique Zahra Mohamed Moutiouf.
Pour le président Félix Tshisekedi, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo devrait être éradiquée d'ici la fin de l'année. Nous pouvons dire avec satisfaction que celle-ci est éradiquée au nord et au sud Kivu, et il en reste encore quelques cas du côté de l'Ituri, mais nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous aurons mis un terme complet à la maladie. En République démocratique du Congo, où l'épidémie est responsable du décès de près de 2200 personnes. Mais l'introduction du second vaccin annoncé en septembre par l'Organisation mondiale de la santé est porteur d'espoir. Jeudi 14 novembre, les autorités congolaises ont eu recours pour la première fois à ce second vaccin. C'était à Goma. Lors de sa visite à Berlin, le chef de l'État a salué le rôle décisif de l'Allemagne. Les nouvelles sont bonnes, je crois, je l'ai dit. Le rôle de l'Allemagne a été aussi déterminant parce que l'Allemagne est venue à la rescousse de la République démocratique du Congo et a contribué à nous renforcer dans nos capacités à faire reculer la maladie. Aujourd'hui, c'est une réalité. La maladie a reculé et continue d'ailleurs de reculer jusqu'à son éradication. Déclarée le 1er août 2018, la 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais depuis 1976 est la deuxième plus grave de l'histoire après celle qui avait fait 11 000 victimes en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Produit par une société pharmaceutique américaine, le vaccin ciblera 50 000 personnes sur une période de 4 mois. Et de 4 pour le festival Canoas, l'édition 2019 de ce rendez-vous dédié aux arts de la Caraïbe s'est ouverte ce 21 novembre à Vitry-sur-Seine, en périphérie de la capitale parisienne. Une édition placée sous le signe d'un hommage à son fondateur Jean-Michel Martial, acteur populaire et engagé décédé en octobre dernier. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Franck Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes à l'affiche de ce festival Canoas en tant qu'artiste musicien. Pourquoi avez-vous accepté? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre part à ce rendez-vous? Eh bien, tout simplement parce que c'est un festival qui met les arts d'outre-mer en valeur. Et moi, je me bats pour ça, pour cette chose en général, avec ma musique. Et puis là, il y a de la musique, du théâtre, de la danse et du slam. Et puis aussi parce que Jean-Michel Martial m'avait vu jouer avec une pièce de théâtre. J'avais fait la musique pour une pièce de théâtre de Franck Salin en 2017. Et il tenait à ce que je participe à ce festival. Donc, en fait, voilà, j'étais très content. Mais quelle est la particularité? Parce que plusieurs festivals du genre existent déjà, notamment à Paris, des événements comme ça qui sont dédiés à la culture afro-caribéenne. Quelle est la particularité de Je pense parce que vraiment là, il mélange vraiment la musique, le théâtre à chaque fois. Il y a la musique, après il y a une pièce ou l'inverse, en fait. Donc je pense que c'est ça vraiment l'originalité, c'est de voir vraiment des arts différents se mélanger vraiment. C'est donc votre première participation? À ce festival, oui. Alors, à quoi peut s'attendre votre public lors de cet événement? Un petit peu comme d'habitude, quand je joue, c'est-à-dire avec une musique vraiment ancrée dans la tradition guadeloupéenne, à savoir avec le gros cas, c'est la percussion des esclaves. Et d'une part, et puis mélangé au jazz, et puis les concalambis, ça veut dire les coquillages des Caraïbes, des Calinas, plus exactement. Alors vous êtes, on l'a dit, un artiste de jazz. C'est un style qui malheureusement aujourd'hui perd beaucoup de terrain au profit de nouvelles sonorités un peu plus urbaines. Comment est-ce que l'artiste que vous êtes, comment est-ce que vous vous adaptez face à ces changements? Alors, moi, je ne crois pas que le jazz recule. La seule chose que je sais, c'est que... En tout cas, il est moins populaire aujourd'hui que... Alors, en fait, justement, s'il est moins populaire, c'est qu'il est plus rare et donc il a plus de valeur. Parce que ce qui est rare est cher. C'est une manière de voir les choses, effectivement. Et oui, de toute façon, le jazz a toujours été une musique comme ça, on va le dire. En 1945, oui, ça a été la grande musique populaire de l'Amérique.
et de tout ce que l'Amérique aussi a sauvé comme pays avec la guerre. Mais il y a énormément de festivals de jazz en fait à l'heure actuelle, de plus en plus en réalité. Et donc voilà, après la difficulté pour nous, Antillais, c'est de faire un jazz qui prend racine dans nos racines à nous. Et donc là, la diffusion est parfois difficile et délicate parce Justement, est-ce que vous n'êtes pas tenté de, si on peut le dire ainsi, de le moderniser pour peut-être conquérir un peu plus de... Ah ben là, il est vraiment très très moderne. On ne peut pas être plus moderne que ça parce que justement, c'est une nouvelle musique. Moi, j'ai créé ma musique qui s'appelle le Jazzka en 2002, donc c'est vraiment une nouvelle musique. Et dedans, il y a une nouvelle façon de faire du jazz. Tout à fait, voilà. Alors, Franck, Nicolas, que se passera-t-il pour vous après ce festival? Quelle est votre actualité ou quels sont vos futurs projets? Eh bien, en fait, voilà, là, dans l'immédiat, je sors aujourd'hui une méthode. On peut la montrer? Bien sûr. La voici. Ça s'appelle la clinique du trompettiste. Et puis... Alors, c'est ici. Pardon. C'est la clinique du trompettiste. Bon, c'est simplement une méthode pour les trompettistes et par rapport aux problèmes de lèvres qu'on peut avoir quand on joue de la trompette. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et comme ça n'a jamais été fait, voilà. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous. Olivier, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes un artiste musicien et que vous êtes à l'affiche du festival Canoas qui s'est ouvert donc ce jeudi soir et qui se poursuit jusqu'au 24 novembre. C'est bien cela. Voilà, exactement. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.